Bonjour tout le monde, mon nom est Gilles Ortubise. Donc pour tous ceux qui voient ma vidéo sans passer par mon site internet, ben, je me présente Gilles Ortubise, mon nom, et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise. Et je suis le propriétaire et fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Bon. Donc, voici pour ceci. Je dois vous... cette vidéo concerne l'astrophysique et entre autres, est-ce que les nébuleuses... est-ce que l'hypothèse de la nébuleuse solaire ou de la nébuleuse planétaire existe? La réponse est non. Mais je vais poursuivre avec des explications après un petit topo là, sur ma condition physique. Donc, actuellement, elle est à environ 75% peut-être, et par rapport à une condition où je serai en parfaite forme et que je n'aurai pas de problème ORL. Et avant-hier, j'ai été incommodé dans la journée environ 6h30 de temps. Hier, j'ai été incommodé toute la journée, environ 8 heures. Donc, j'ai pas pu faire de vidéo hier. Aujourd'hui, on est le 15, donc le 15 septembre. Donc, voilà. Donc, et c'est ça. Donc, ma condition ORL tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas le retrait d'un ganglion infecté dans mon cou, j'ai aucune chance de guérir. Parce que ce ganglion-là produit des toxines microbiennes qui ont pour conséquence de me rendre enrhumé. Et si je ne me décongestionne pas, ce matin j'ai passé 3h30 à me décongestionner, donc si je ne fais pas ça, je ne suis pas capable de travailler. C'est aussi simple que ça. Parce que j'ai du mucus, j'ai la gorge enrhumée, j'ai les conduits auditifs enrhumés aussi, et donc je suis obligé de pratiquer des lavements dans chaque conduit, environ 30 à 35 lavements par jour, ça varie d'une journée à l'autre. Donc, étant si longtemps que je ne suis pas suffisamment décongestionné, ben, je suis pas libre de faire des vidéos et de travailler avec un minimum de 60-70% de ma condition, d'une condition normale là, de fonctionnement. Donc, voici pour ça. Donc, aujourd'hui, est-ce que l'hypothèse de la nébuleuse solaire ou de la nébuleuse planétaire existe? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup trop simpliste et irréaliste, parce qu'elle rencontre beaucoup trop de difficultés qu'elle est incapable de surmonter. Et elle est une preuve manifeste d'une importante incompréhension du fonctionnement de l'univers. Évidemment, la formation des étoiles et d'un système solaire ou d'un autre système planétaire, c'est extrêmement complexe. Donc, d'un autre côté, là, je ne dois pas être trop sévère par rapport à ceux qui ont commencé à inventer l'hypothèse de la nébuleuse. Et donc, l'une de ses plus grandes difficultés est d'arriver à transformer dans un milieu qui est à environ moins 270 degrés Celsius de la poussière de nature tellurique qui est congelée elle aussi à moins 270 Celsius. Et donc de transformer cette matière-là de nature tellurique en matière liquide, extrêmement chaude, comme en fait finalement après un certain laps de fonctionnement, de déroulement de la nébuleuse solaire, comment peut-elle transformer de la poussière congelée pour former une planète comme la Terre? Et avec, en son centre, des températures très très élevées. C'est tout à fait irréaliste et trop simpliste, ça ne tient pas la route. Aussi, l'hypothèse de la nébuleuse est fausse dans le sens où elle est incapable de réunir des conditions qui puissent ultimement produire des débris de nature tellurique en fusion. Donc de produire des planètes de nature tellurique en forme sphérique. Parce que c'est ça, donc, comment est-ce qu'une nébuleuse solaire peut, à partir d'un gaz de poussière congelée, finir par se transformer de manière à pouvoir former de la matière à l'état liquide ou à l'état suffisamment mou pour
être capable de former une forme sphérique comme la Terre, Mercure, au moment de sa formation, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Donc ça prend des conditions de chaleur qui sont très élevées. Donc comment est-il possible qu'à partir d'un nuage qui est dans un environnement complètement froid, congelé à moins 274, 270 ici, mais en tout cas, à une température extrêmement froide, de de faire réunir cette poussière-là pour qu'elle puisse finir par former de la matière tellurique. C'est illogique. Et donc, elle est fausse aussi parce qu'elle est incapable d'expliquer comment un nuage de poussière congelée peut commencer par magie à tourner sur lui-même sans qu'il y ait de raison qui puisse l'expliquer. Un nuage de poussière congelée ne peut pas commencer par magie à tourner sur lui-même pour finir par former une étoile et ensuite des planètes. Donc là aussi, c'est des choses illogiques. En fait, c'est des choses c'est une hypothèse qui ne fournit pas les explications qui mènent vers un début de rotation du nuage de poussière sur lui-même. Et donc, et qui puisse être en accord logique avec les lois de la physique et de l'astrophysique. Là aussi, il n'y a pas d'explication. Pour finir par former en son centre une étoile et en même temps des planètes comme celle du système solaire. D'autre part, l'idée du début de la nébuleuse, de l'hypothèse de la nébuleuse, elle date de 1734. Donc, elle est extrêmement vieille. En fait, elle est vieille d'environ 288 années. Et elle est beaucoup trop simpliste et irréaliste pour être encore retenue jusqu'à nos jours. Et sa situation se complexifie encore davantage lorsque l'on parle de la formation de plusieurs étoiles à la fois. Ce qui est tout à fait... c'est une autre difficulté qui est insurmontable. Et donc, je vais revenir à un court résumé là, de la naissance des étoiles. Il y a deux façons où les étoiles peuvent naître. C'est à partir d'une sphère céleste noire, comme dans le cas de notre système solaire. C'est à partir de notre petite sphère céleste noire qui, à la suite d'un engloutissement trop important de matière suffisamment congelée, et en fait qui est une étoile morte, qui était suffisamment congelée et avec des débris à l'intérieur, donc des astéroïdes qui sont rentrés en collision avec elle et qui sont restés dans cette structure. Et donc, cette étoile noire-là, sa matière était suffisamment fluide pour qu'avec les astéroïdes, qu'elle puisse être rapidement aspirée par notre petite sphère céleste noire antérieure, qui existait avant la naissance de notre système solaire. Et donc, à la suite de cette trop grande absorption et trop rapide, ça l'a fait éclater en surface, et grâce à ça, ça a permis la naissance de la première étoile du système solaire, qui était un pulsar milliseconde. Et par la suite, ce pulsar milliseconde, comme toutes les étoiles, il finit par la longue, à force de produire du rayonnement et de tourner sur lui-même, et de ne pas être enfermé dans les 93 contenants flottants que dispose une sphère céleste noire. Ben, sa vitesse de rotation était ralentie par son rayonnement, et par la dépense qu'elle faisait pour entretenir sa vitesse de rotation sur elle-même, qui était pour le pulsar milliseconde la même vitesse que celle de la sphère céleste noire, qui peut être de 716 rotations par seconde au début de sa naissance, et qui est la même vitesse que lorsqu'elle était une sphère céleste noire. Et par la suite, toutes les étoiles finissent dans le temps à diminuer de vitesse, et jusqu'à devenir un pulsar lorsqu'elles tournent à environ une rotation par seconde, et ensuite leur vitesse continue de diminuer
en rotation sur elle-même, de manière à devenir une... En fait, j'avance des couleurs, je suis le rayonnement du spectre électromagnétique. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que ces couleurs-là sont les bonnes? Probablement. Donc, encore là, il y a des possibilités de modifier les couleurs. Mais selon moi, je pense qu'elle commence par une couleur bleue. Ensuite, elle devient blanche. Ensuite, elle devient jaune comme celle de notre Soleil actuellement. Et ensuite, elle devient orange, ensuite rouge, ensuite brune. Et à la fin de son statut d'étoile, elle devient complètement refroidie et noire. Donc, vers la fin, elle devient elle commence par devenir bleue, ensuite blanche, jaune comme le soleil, orange, rouge, ensuite brune et à la fin noire. Et donc, et cesser de tourner sur elle-même, parce que cette diminution de rotation ne cesse de continuer avec une perte de vitesse progressive, mais extrêmement lente dans le temps. C'est la raison pour laquelle notre Soleil a possiblement un âge de 4,6 milliards d'années. C'est un âge qui m'apparaît approximativement logique et acceptable. Donc voici pour ça. Et dans les autres cas, c'est comme j'avais expliqué ici dans cette vidéo dans cette vidéo qui était la troisième vidéo de la nouvelle série de vidéos. Donc, et donc, toutes celles qui naissent à la suite d'un éclatement en supernova ou en hypernova, ben, la naissance au début, c'est des sphères célestes noires plus petites que leur mère qui est en train de décéder en éclatement en surface et ensuite en supernova et hypernova. Donc, à partir du moment où les 93 contenants flottants des deux sphères célestes noires est complètement éliminé et transféré à des sphères célestes noires naissantes, par la suite, c'est la naissance d'étoiles seulement, qui sont essentiellement composées d'hydrogène. Et ces étoiles-là sont toutes des pulsars millisecondes, dont la taille varie selon la taille de leur mère entre naine et géante. Donc, où il y a toutes les nuances de grandeur. Et donc, si c'est des géantes, à ce moment-là, c'est un pulsar milliseconde aussi, mais que les scientifiques appellent magnétar, et je suis en parfait accord avec ça. Donc, pour les distinguer. Parce que, évidemment, toutes les nouvelles étoiles, comme celle de notre petite sphère céleste noire antérieure, elles ont toutes la même vitesse au début que celle des sphères célestes noires. Donc, de 716 rotations par seconde ou plus. Et donc la même que celle de leur mère au début de leur naissance. Et par la suite, leur vitesse diminue jusqu'à ce qu'elles deviennent des pulsars, donc jusqu'à ce que le gros magnétar tourne à la même vitesse qu'un pulsar. Et ensuite, à un moment donné, il se transforme en étoile bleue, en étoile géante bleue, ensuite blanche, ensuite jaune comme le soleil, ensuite orange, rouge, brune, pour finir vers la fin de sa vie, à devenir une étoile noire. Et une étoile géante noire, donc. Et donc, voici, et donc, c'est ça c'est les explications. Évidemment, les vitesses restent à être établies avec exactitude par rapport aux couleurs. Ça, c'est quelque chose qui reste à être fait et à être confirmé. Mais c'est certain qu'à partir de leur naissance, leur vitesse est extrêmement rapide pour toutes les nouvelles étoiles qui naissent. Et leur vitesse de rotation est la même que les sphères célestes noires, mais par la suite, leur dépense d'énergie dans leur rotation sur elles-mêmes et leur perte d'hydrogène, ça a pour conséquence de faire diminuer leur vitesse jusqu'à ce qu'elles deviennent, vers la fin de leur vie, des étoiles noires. Donc voici pour ceci, et donc c'est suffisant pour cette vidéo. Donc, est-ce que j'ai autre chose à... Non, c'est parfait. Donc, merci, et à la prochaine vidéo où je vous expliquerai ce qui se passe lorsque des objets entrent en contact avec une étoile
et ou entre à l'intérieur de l'étoile, de sa structure. Donc, merci et à la prochaine vidéo.